plus facile si nous avions devant nous l'entier dispositif, enfin l'arrêt dans son entier, n'est-ce pas? Et donc, comme il vous a été indiqué tout à l'heure par la lecture donnée par votre enfant petit, la Cour a raisonné en plusieurs temps en tenant compte des différents moyens que nous avons soulevés. C'est important de comprendre ça, parce que hier, ce que le site République Octobre a publié est très sommaire et donne une mauvaise interprétation de l'arrêt. Aujourd'hui, le garde des Sceaux a publié un communiqué en plusieurs points, que j'ai devant moi ici d'ailleurs, ignorant l'élément essentiel du dispositif. Donc, nous avons soulevé plusieurs moyens, et donc la Cour a répondu à chacun de ces moyens. C'est ce qui explique pourquoi tout à l'heure, lorsqu'il parlait, il condamne l'État ici, mais ici il dit que ceci n'est pas, il n'y a pas lieu de condamner l'État. Donc il faut savoir que c'est plusieurs moyens qui ont été soulevés. Dans cet arrêt, qu'est-ce qui est le plus important? Ce qui est le plus important, et on reviendra là-dessus, c'est que la Cour constate qu'il y a violation du droit des requérants à un procès équitable. C'est l'élément fondamental du dispositif. Violation du droit des requérants à un procès équitable. La notion de procès équitable entraîne beaucoup d'éléments, dont notamment le respect des droits de la défense, le respect de l'intégrité des inculpés, le respect de tous leurs droits. En d'autres termes, lorsque le droit à un procès équitable n'est pas respecté, c'est tout le procès ainsi donc qui se trouve anéanti. Et c'est pour cette raison que, tirant la conséquence directe de cette violation fondamentale du droit des requérants à un procès équitable, la Cour ordonne à l'État togolais de prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires et urgentes pour faire cesser la dite violation du droit au procès équitable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Cour n'a pas les moyens de remettre en cause le procès qui a eu lieu au Togo et l'arrêt rendu par la Cour suprême. La Cour d'Abuja n'étant pas un tribunal, une juridiction au-dessus de la Cour suprême du Togo. Ça veut dire qu'elle constate néanmoins que le droit à un procès équitable a été violé et donc toutes les conséquences de ce procès se trouvent ainsi anéanties. Autrement dit, toutes les condamnations et les succédanées sont nulles et de nul effet. Comme la Cour ne peut pas dire à la Cour suprême de reprendre le procès, puisque le procès n'a pas été équitable, il demande que les éléments existants encore, c'est pourquoi l'expression a été utilisée au présent, ordonne de prendre les mesures pour faire cesser, donc urgente, pour faire cesser. Ça veut dire que si on doit faire cesser une violation, ça veut dire que la violation court encore. Et aujourd'hui, c'est important que vous compreniez ça, on reviendra en détail sur l'explication du texte. Qu'est-ce qui court encore dans cette violation? C'est la détention de la force 7 condamnée. C'est ça. Et tout ce qui est conséquemment lié à cette condamnation. Donc, les gens trop vite fait de dire que la Cour ne demande pas qu'on libère Pacha Nyasingbe et ceux qui sont encore en prison. C'est exactement ce que la Cour dit. La Cour dit que le droit fondamental à un procès équitable de ces requérants, donc notamment de Pacha Nyasingbe et de ceux qui se trouvent encore en prison, a été violé
il y a lieu, n'est-ce pas, il y a lieu de réparer ce droit en le faisant cesser, la violation immédiatement de manière urgente. Donc, l'acte premier fondamental que l'arrêt dit, c'est que ces gens soient mis en liberté. Évidemment, on se posera la question de savoir pourquoi la Cour n'a pas utilisé un langage beaucoup plus clair. On reviendra là-dessus lorsque nous ferons le débat. Donc, j'ai commencé par ce point pour que ce soit clair dans la tête de tout le monde que l'élément essentiel du dispositif, c'est que le droit à un procès équitable des requérants, donc notamment de Badja et de tout le monde, ceux qui sont en détention encore et ceux qui sont en liberté, a été violé. Et donc, la Cour ordonne à l'État togolais de prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires et urgentes pour faire cesser la violation du droit au procès équitable. Il faut que ce soit bien clair pour qu'il n'y ait pas d'interprétation tendancieuse comme on a tendance à le faire depuis hier. Cela étant, l'arrêt pose un problème de fond sur la question de l'immunité parlementaire. La Cour dit que l'immunité parlementaire de Badja Nsimbe n'a pas été violée parce que sa détention et son procès ont eu lieu conformément aux dispositions constitutionnelles, c'est-à-dire procédure de flagrant délit. Là, la Cour se trompe de manière catégorique. Et en tous les cas, on ne peut pas accepter ça. Parce qu'il y a une différence de nature entre le fait du flagrant délit et la réalité de l'immunité parlementaire. Le flagrant délit qui permet d'arrêter le parlementaire revêtu de l'immunité parlementaire est établi tout simplement parce qu'on ne peut pas laisser fuir des éléments de preuve, a fortiori laisser fuir quelqu'un qui serait impliqué dans un acte en train d'être commis. Donc, c'est ça le flagrant délit. Or, en l'espèce, vous le savez, on l'a dit depuis 2009, dans ce cas d'espèce, le flagrant délit n'existe pas, puisque le député Badja Nsimbe a été arrêté 48 heures après la tentative d'assassinat, puisqu'il faut bien parler de tentative d'assassinat qui concerne l'attaque de son domicile. Donc, la Cour dit que, et là repris le raisonnement de notre Cour suprême, que dès qu'il y a un flagrant délit et que la procédure du flagrant délit a été initiée, donc il n'est plus nécessaire de lever l'immunité parlementaire avant le jugement. Et là, nous ne sommes pas d'accord avec la Cour qui s'est trompée. Parce que l'immunité parlementaire est une chose, le flagrant délit a été une autre. Quand bien même il y aurait un flagrant délit, avant le jugement, il lui fallait lever l'immunité parlementaire. Donc c'est un débat que nous devons porter devant d'autres instances pour la simple raison que ça risque de créer un précédent fâcheux pour l'ensemble de la CEDEAO, un précédent dangereux. Sinon, du jour au lendemain, il suffit d'inventer une affaire contre un député ou plus tard un sénateur, on va l'attraper, on dit qu'on le prend en flagrant délit et puis on s'en fout de l'immunité parlementaire. Donc, c'est ce point qu'on met en exergue, la partie adresse met en exergue. Mais en réalité, c'est parce que nous avons demandé spécifiquement que ce point soit traité par la Cour. Elle n'a pas répondu à notre attente. Nous sommes déçus de ce point de vue-là. Mais ça n'enlève rien, n'est-ce pas, au dispositif essentiel de l'arrêt. Donc, la Cour dit que l'immunité de Badja Nsimbe n'a pas été violée. Et donc, il n'y a pas lieu, n'est-ce pas, de tenir compte de cette violation pour en tirer quelles conséquences que ce soit. Là, il a dit en un seul mot. Ensuite, maintenant, il y a différents droits que nous avons soulevés. L'arrestation arbitraire, la détention arbitraire, le refus de la visite de la famille, l'isolement, nous avons soulevé ça. La Cour a estimé que tout ça n'est pas fondé. Nous ne sommes pas satisfaits de cette mesure de la Cour, puisqu'en réalité, nous qui avons vécu le dossier, nous savons qu'en réalité, il y a du vrai dans ce que nous avons dit. En tout état de cause, pour vous permettre de bien comprendre et de serrer les choses,
la Cour a procédé de manière claire. D'abord sur les violations, d'abord sur la violation de l'immunité parlementaire. Elle a répondu en disant qu'il n'y a pas de violation de l'immunité parlementaire de Pagé Yassimé. Ensuite, sur la violation des autres droits de l'homme, il a déclaré donc qu'il y a violation de l'intégrité physique. Donc il y a eu torture, le mot torture a été employé. Il y a violation des droits de la défense. La Cour l'a dit de manière claire, et le tout combiné donne la violation fondamentale du droit à un procès équitable. Et la conséquence de cette violation, c'est qu'il ordonne à l'État de prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires et urgentes pour faire cesser la dite violation du droit au procès équitable. Maintenant, sur tous les autres droits, il a dit qu'il n'y a pas eu de détention arbitraire, qu'il n'y a pas eu de violation, que l'État n'a pas fait ceci, on l'a dit tout à l'heure. Ce n'est qu'après avoir réglé ces problèmes-là, qu'il passe maintenant à la réparation. Et pour la réparation, ayant constaté que les gens ont subi des traitements qui ont été torturés, pour être clair, que leur droit à un procès équitable a été violé, pour la réparation, la Cour donne 20 millions à chacun des requérants, sauf ceux qui ont déclaré à la CNTH qui n'ont pas été torturés et qui doivent bénéficier d'une allocation de 3 millions. Voilà, il faut que je sois clair. Les 20 millions alloués aux requérants ou les 3 millions alloués aux 3 autres requérants qui n'ont pas été torturés, ce n'est pas pour compenser la violation du droit à un procès équitable. C'est des dommages et intérêts. Tout préjudice confondu. C'est deux choses différentes. Ce que la Cour demande pour répondre à cette violation fondamentale du droit, de cette violation fondamentale, d'un droit fondamental à un procès équitable, c'est que des mesures soient prises pour que cette violation cesse. Donc je veux que ce soit clair et qu'il n'y ait pas d'interprétation malhonnête. Nous nous reconnaissons honnêtement que nous avons été désavoués par la Cour en ce qui concerne plusieurs points. Il y a au moins une dizaine de points sur lesquels nous n'avons pas été suivis. Mais qu'importe, la Cour, pour se rattraper en quelque sorte, a concentré l'essentiel de ce dispositif dans la violation du droit à un procès équitable, qui en réalité récapitule tout. Lorsqu'on a dit que le procès n'est pas équitable, ça veut dire que le procès s'affaisse et les conséquences de ce procès sont anéanties en droit. Voilà donc ce que vous devez comprendre et je pense que nous sommes là et nous répondrons à des questions, des relations précises, à vos questions précises. Donc, les 20 millions et les 3 millions ne sont pas là pour réparer, pour ainsi dire, ne sont pas là pour compenser la violation faite du droit au procès équitable. Mais c'est une réparation, c'est des dommages et intérêts pour les préjudices subis. Donc, ce qui est important dans le dispositif, c'est ça, ordonne à l'État togolais de prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires et urgentes pour faire cesser la dite violation du droit au procès équitable. Voilà l'élément central du dispositif. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus vrai que quand la Cour a prononcé son arrêt hier, les avocats de l'État togolais n'étaient pas du tout contents. Ils avaient l'air complètement déconfits parce qu'ils ne s'attendaient pas à cela. Donc, qu'on exige aujourd'hui que l'immunité n'a pas été violée, c'est un sujet de débat et nous allons monter dans les instances pour que cette affaire soit réglée. Ou alors que nous-mêmes réglions au Togo en donnant des précisions dans la loi fondamentale. Peut-être aussi la lecture de notre loi fondamentale ne permet pas, pour ceux qui ne sont pas habitués à la gymnastique constitutionnelle, de comprendre cela. C'est possible. Mais toujours est-il que l'interprétation de la Cour ne peut pas être soutenue raisonnablement de mon point de vue et de notre point de vue. Oui, est-ce que je peux ajouter sur